Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast The Trick Play. C'est la première interview que l'on fait depuis très très longtemps. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'en ai un peu honte, mais ça va faire au moins 2 années qu'on ne s'est pas donné à cet exercice. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Arthur Ozard, qui aura l'occasion de se présenter après. Salut Arthur. Salut les gars. Arthur sera interviewé par moi, Augustin, mais aussi par Kevin. Salut Kevin. Salut. Et par Guillaume de Gators France. Salut Guillaume. Salut les gars. Pour éviter de spoiler l'interview, je vais demander à Arthur de se présenter. Alors Arthur, qui es-tu et comment es-tu arrivé à bosser à Arizona State? Donc oui, Arthur Ozard, j'ai 27 ans. Alors comment j'en suis arrivé à travailler ici à Arizona State? C'est un parcours qui est assez long quand même. Qu'est-ce que tu fais à Arizona State pour que les gens, ils le sauront avec le titre, mais précisément, quel est le nom de ton métier? Alors, je suis équipement manager pour l'équipe de football américain. Donc, en quelques mots, quelques lignes, sans rentrer en nom et détails, je gère tout ce qui est casque, épaulière, maillot, vêtements de coach, vêtements de joueurs, logistique pour les matchs à l'extérieur, matchs à domicile, les communications lors des matchs, tout ça, c'est moi qui gère tout ça. Donc, comment j'en suis arrivé là? Donc, tout d'abord, la première fois que je touche un peu au football américain, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Je me balade dans mon Micromania et je trouve un Madden NFL 2005 ou 2006 avec Sean Alexander sur la couverture des Seahawks. Le jeu est en promotion, je l'achète. Et à l'époque, je dois avoir 8-9 ans et c'est comme ça que je commence à jouer. Je comprends pas grand-chose au début. Je parle même pas beaucoup anglais, mais à force d'y jouer, je commence à mieux parler anglais. Je commence à mieux comprendre les stratégies, les tactiques, les noms des joueurs, les noms des équipes. Et donc tous les ans, j'achète le jeu, je suis la NFL. J'achète mon premier maillot sur Team Colors, les anciens reconnaîtront. Et tu prends une licence ou pas Non, je prends pas de licence. Là où je vis, il y a pas de club. Je joue au rugby, je joue au foot avec les amis, tout ça, mais jouer au foot américain, ça viendra beaucoup plus tard. Là, je fais que de jeux vidéo. Je regarde sur le site de la NFL, Canal Plus Sport, tous les mardis après-midi, ils diffusent un match, tout ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est les années, on va dire, 2005-2010. Ensuite, j'ai mon père qui me fait un très très beau cadeau, qui m'emmène à Londres en 2012, voir les Patriots contre les Jaguars, ou non, les Rams. J'étais un grand fan des Patriots, donc c'était vraiment un super souvenir. Et c'est vraiment là où j'ai pu voir pour la première fois tout ce qui se passait en fait dans un match, tout ça. Enfin, c'était vraiment incroyable. On y est retourné l'année d'après pour avoir les 49ers contre les Jaguars, je crois. Et donc voilà quoi, en fait, fan de NFL, fan de football. Et quand j'arrive au lycée, faut faire un choix, faut aller dans les salons d'orientation, tout ça. Et à Villepinte pour Kevin et Guillaume. Je sais pas si vous l'avez fait vous aussi, non? Salon de l'étudiant, tout ça, salon de l'orientation quand t'es en première, terminale. Et donc, je veux travailler dans le sport. Je sais que je veux travailler dans le sport. Je sais pas quoi en fait. Je sais pas trop quoi faire. Et en fait, je rencontre 2-3 écoles sur place. Si je me souviens bien, il y a l'école Amos, il y a l'école SMS. Enfin, c'est vraiment pas du tout développé, quoi. Il y a vraiment que 2 ou 3 stands et tout. Et les présentations qui me sont faites, vraiment, je trouvais pas que ça me correspondait en fait. Je trouvais que c'était pas vraiment en adéquation avec ce que je voulais faire. On me parlait de devenir vendeur à Intersport et tout, et moi c'était pas, fallait me vendre du rêve quoi. Fallait essayer de m'accrocher, ça m'a pas accroché. Et du coup, en parlant avec mes parents, tout ça, je me suis vite rendu compte que le management sportif au niveau des études était beaucoup plus avancé ici aux États-Unis. Et donc, c'est là où on s'est dit, voilà, pourquoi pas essayer post-bac,
partir une année, voir comment ça se passe. Et voilà, quoi. Au pire, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, ça fera une année aux États-Unis. Ou... T'es directement parti dans l'Arizona ou Arizona State ou t'es passé par un autre, je sais pas, un lycée, un JUCO ou une université? Quel a été Non, tes premiers pas là-bas? donc non, en fait, j'ai fait seconde, terminale, seconde, première terminale en France. Et quand j'ai eu mon bac, je suis parti à Temple University, donc université qui se situe à Philadelphie, en Pennsylvanie. Qui est une bonne, pour les auditeurs, une bonne université de football américain qui a eu des très belles années lors de la dernière décennie. C'est un petit peu plus compliqué maintenant, mais c'est une université qui a compté pendant quelques moments et qui, je pense même, a fait des apparitions dans le top 10 de l'A People. Faudrait vérifier, mais ouais, c'est une université qui compte. Ouais, c'est une grosse université dans Philadelphie, il y a 30-40 000 étudiants. Et première année, en fait, j'étais un peu plus orienté en kinésiologie, un peu plus médecine, kinésiologie, tout ça. Et je me plante un peu, pour être honnête, je me plante un peu. La biologie, l'anatomie en anglais, c'était pas top. Et c'est là que je décide de changer mon diplôme en management du sport. Et tout de suite, là, je réussis beaucoup mieux. Je réussis beaucoup mieux, j'ai des meilleures notes. Euh, les profs sont vraiment cool. Et du coup, on va dire, en étant sur place, tout ça, je m'intéresse beaucoup à la NCAA. Donc, comme tu as dit, Temple avait une bonne équipe de foot US à cette époque. C'était Matt Rhule, le coach, Ouais, c'est sous Matroul, donc grosso modo, tu y étais dans les années, moi je dans vais les pas dire bonnes de bêtises, mais t'es 2014, 2015, ces eaux-là? Dans les bonnes années. Il y a même une saison, on est à 7 victoires ou 8 victoires d'affilée pour ouvrir la saison. Et on joue Notre-Dame à Philadelphie Ouais, où on perd, mais enfin, c'était vraiment. Il y avait super College match. Gameplay qui était venu, enfin, c'était vraiment top à vivre. Et du coup, je me lance un peu sur place. En fait, moi qui adore le sport, en fait, j'essaie de trouver un moyen pour aller voir le plus d'événements sportifs, sauf que comme ça coûte un peu d'argent, donc souvent, voilà, je vais voir les organisations, j'aide vraiment dans des trucs vraiment de base, genre au match des Eagles, bah, je vais donner des serviettes aux gens quand ils rentrent dans le stade. À Temple, c'est moi je vais aider les journalistes dans la tribune de presse à leur donner les statistiques, tout ça. Je commence vraiment en bas de l'échelle. Et un jour, je me fais contacter par, allez, enfin c'est Midnight on Campus au NCAA France. Et il me demande si voilà, je veux couvrir des matchs sur place, tout ça. Donc je commence comme ça en fait. Je commence à couvrir des matchs un peu en mode journaliste comme vous faites, en même temps que je suis étudiant. Et mon travail est vite repéré par un site qui s'appelle Basket Info. Et en fait, là, je commence à rentrer dans le milieu de la NBA. Je vais couvrir les matchs des Sixers et tout. Et je fais ça pendant 3 ans en fait, en même temps que mon diplôme. Et franchement, je m'éclate et tout, mais en fait, je me dis, je vais sûrement pas faire carrière là-dedans en fait. Je me rends vite compte aux États-Unis qu'il vaut mieux être du côté dans l'organisation que en dehors, en fait, si on veut essayer de réussir tout ça. Mais si je comprends bien, en fait, depuis le départ, tu as toujours eu cette volonté de... Enfin, ça t'a jamais quitté, quoi, cette volonté de travailler dans les organisations. Tu nous disais, là, Ah notamment oui, pour le match à Londres, que cela, t'avais remarqué toute l'organisation qu'il y avait autour, les staffs, et dès le départ, ça a toujours été le but ah oui, de quoi. ça a toujours été le but, quoi. Je savais pas trop quoi encore faire dans le milieu du sport, mais je savais que je voulais travailler là-dedans, en fait. J'adore ça. Et du coup, en couvrant tous ces matchs, je me rends compte qu'il y a des gens qui font l'équipement, en fait, qui s'occupent de la logistique des équipes, qui s'occupent de la préparation du vestiaire, tout ça. Donc, je vois le travail qu'ils font et je trouve ça intéressant, je trouve ça cool. Et ma dernière année, en fait, d'études, on doit faire un stage de 6 mois, en fait. Et là, je prends contact avec l'université de Pennsylvanie. Donc, Penn, c'est l'équipe de l'Ivy League, la très prestigieuse université qui est reconnue dans le monde. Et je rentre dans leur service équipement, en fait, comme simple stagiaire, en fait. Simple stagiaire pour aider l'équipe de football américain. Donc,
pareil, on commence en bas de l'échelle, hein, on fait les lessives, on aide aux entraînements les entraîneurs, quoi. Vas-y Arthur, attrape les ballons que les quarterbacks vont lancer, aide les receveurs, voilà, quand ils font leur release, tout ça. Donc on commence en bas de l'échelle, on se lève très tôt le matin, on essaye de faire son petit bout de chemin. Et ça se passe très très bien. Mon patron avait travaillé pour les Browns de Cleveland, il avait travaillé pour Florida State quand ils étaient très très forts. Et donc il avait des contacts. Et quand j'obtiens mon diplôme, il m'obtient en fait un poste à Furman University, qui est en Caroline du Sud. Et dont un Français est membre, kicker, Oui, Alex Levrault, qui doit rentrer dans son année senior l'an prochain ou peut-être redshirt junior. exact. Si vous suivez un petit peu les Français aux États-Unis, c'est l'équipe d'Axel. Euh, Moi, je ne l'ai jamais rencontré parce que c'était un peu avant lui, en fait. Mais voilà, j'ai fait un an là-bas, du coup. Un an où, pareil, c'était vraiment, c'était pas très, très bien payé. Mais encore une fois, on est en bas de l'échelle. J'ai dormi dans mon bureau pendant une dizaine de mois. Et on apprend le métier, on continue de faire ses bases, on continue d'apprendre. Et à la suite de ça, en fait, j'avais quand même, on va dire, des petits soucis d'immigration. Et donc, c'était soit, en fait, je faisais un master, ou soit je rentrais en France, en fait. J'étais arrivé à la fin de mon visa, à la fin de mon parcours d'immigration ici aux États-Unis. Et donc, pareil, mon patron avait des relations, des connaissances, il était très satisfait de moi. Et il m'a trouvé, en fait, un poste de graduate assistant, donc un GA, où en fait, je peux passer mon master tout en travaillant pour l'université et recevoir un salaire, en fait. Donc, c'était vraiment la solution parfaite pour moi parce que je pouvais continuer mon cursus universitaire tout en travaillant pour un service équipement. Et donc, là, j'avais trouvé un poste à Indiana State University, qui est aussi un Les programme en Sycamores, les c'est ça? Sycamores, voilà. Donc, un programme qui est dans une ligue très réputée en FCS, la Missouri Valley. C'est là où il y a North Dakota State, South Dakota State, voilà, que des gros programmes. Et donc pareil, je fais 2 ans là-bas, j'obtiens mon master, je travaille 2 ans pour le service équipementier. Et donc après ça, en fait, je trouve un boulot de stagiaire, mais un boulot de stagiaire assez bien payé en fait à Arizona State, du coup, en Pac-12. Et c'est là où je découvre vraiment le monde, on va dire, FBS. Euh, Vraiment, c'est un autre monde par rapport au FCS. Et du coup, là, ça va faire 3 ans, 2, 3 ans que je suis là. Et là, j'ai été promu il y a pas longtemps au poste d'assistant, en fait, On a vu ça, bravo d'ailleurs. Pour, qui, on va, qui, on va c'est- dire, le quel est deuxième, en fait. l'intitulé Pardon, oui, excuse-moi. C'est un peu le deuxième rang, en fait, dans le service équipement. Il y a le head job, qui est vraiment le patron, en fait. Et en dessous, il y a assistant. Et en dessous, il y a intern, GA, tout ça. Donc, voilà. J'avais juste une petite question, évidemment, sans rentrer dans n'importe quel chiffre ou quoi, mais tu as dit que tu avais pendant quasiment 10 mois vécu dans ton bureau. Depuis, tu as réussi à trouver un mode de vie un peu plus Oui. sain, on va dire. Oui, heureusement. Heureusement, je recommande à personne de faire ça. J'étais dans une situation, voilà, où je voulais apprendre, on fait un sacrifice pendant un an. Et maintenant, oui, maintenant, j'ai un appartement, je suis posé, euh, je gagne mieux ma vie, je gagne beaucoup mieux ma vie. Donc là-dessus, Ça va. ça. C'est rassurant. C'est rassurant pour toi déjà, dans un premier temps. Et la situation dans laquelle tu étais était commune à tous les graduate assistants ou c'était Ouais, particulièrement la tienne? ils faisaient un bivouac dans le bureau tous ensemble. Non, non, mais je sais pas, Non, parce mais que après, est-ce que c'était précaire pour beaucoup de personnes ou toi, dans ton cas en particulier? en général, aux États-Unis, surtout dans le milieu du sport, c'est assez précaire dans les premières années, en fait.
Et peu importe le département, peu importe le métier, les premières années, t'es toujours très peu payé ou pas du tout payé des fois. Et du coup, tu dois faire un peu des sacrifices pendant 1 an ou 2 avant de pouvoir obtenir des postes avec plus de responsabilités, plus de salaire. Et donc, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que 10 mois dans son propre bureau, c'est pas cool. Mais bon, après, il y a pire. Hein. Je veux dire, je n'étais pas non plus à la rue. J'avais accès à la cantine de l'université, j'avais accès aux douches, j'avais une mini cuisine dans ma salle des équipements, j'avais fait un lit, tout ça. Donc j'étais bien, enfin, mais après, je peux comprendre que ça puisse choquer ou que ça puisse être difficile pour certaines personnes, mais c'est comme ça qu'on veut réussir et que des fois, il faut passer par là. C'est un bureau bien aménagé, quoi, on va dire. Oui, voilà, c'est un bureau bien aménagé. Que du coup, nous tous les trois, on a un de nos très bons amis qui s'appelle Alan Guillou. D'accord. Je sais pas si tu as entendu parler, qui est GA à Santa Clara pour l'équipe de basket. Et lui, pour le coup, il a sa bourse et des aides un peu à droite à gauche. Mais sinon, c'est à la dure, quoi. C'est oui. Du coup, il mange, comme tu dis, il mange à la cantine avec les joueurs. Il essaie de faire le moins d'extra possible parce que il est quasiment sur ses économies, quoi. Oui, quand tu es GA, quand tu es intern, c'est toujours un petit peu compliqué, toujours un peu à la dure, mais voilà, enfin, Alan, il le sait très bien. Quand il travaille avec les coachs, il doit aspirer à devenir comme eux, après avoir un meilleur salaire, avoir un meilleur poste. Et donc, c'est pareil à l'équipement. On aspire à grandir, à évoluer. Et je sais que le système n'est peut-être pas très juste, n'est pas très fair, mais il est comme ça, il est comme il est. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas que le cas pour justement les gens qui veulent travailler dans la logistique, les équipements, mais c'est dans le cas pour tous les coachs. Ici, Kevin, je sais pas si tu es au courant, on supporte les Ducks d'Oregon, Guillaume supporte les Gators et moi je supporte Notre-Dame. Et en fait, tous les coachs, mais sans exception, commencent en tant que graduate assistant et après deviennent coach de position. Je pense notamment à James Laurinaitis, qui a gagné 2 fois le Dick Butkus Award c'est le trophée décerné au meilleur linebacker du college football. Il a commencé en tant que graduate assistant à Notre-Dame, puis à Ohio State. Il a fait du bon boulot cette année à Ohio State et il a obtenu son poste de coach des linebackers chez les Buckeyes. Et c'est un schéma qu'on retrouve en fait quasiment chez tous les coachs aux États-Unis. Donc en fait, comme tu dis, c'est là où tu te fais un petit peu, tu te fais les dents, quoi. Puis d'ailleurs, tous les postes. D'ailleurs, quand j'étais à Furman ou même ici, je les vois, les coachs GA ou les coachs qui sont vraiment au tout premier niveau, je les vois, ils passent leur vie ici, ils dorment là. Il y en a un, il dormait dans la salle des receveurs ou des tight ends. Enfin, même moi, l'équipement, j'ai déjà dormi. Quand j'ai fait mes 10 mois à Furman, pareil, j'avais un ami qui était là à dormir avec moi. On travaillait à fond et maintenant, lui, il est à Virginia, il est head à Virginia. Donc, c'est bien de voir en fait tous ces gens-là en fait évoluer en fait. C'est que ça dure pas toute ta vie, c'est vraiment voilà une saison voilà où il faut vraiment tout donner. Et puis après, on évolue et de voir ces gens évoluer, c'est très gratifiant en fait. Assez méritocratique au final, j'ai l'impression. En fait, Alors, c'est là en fait où c'est un petit peu paradoxal, c'est méritocratique, mais le monde du sport ici est un petit peu un monde fermé où tout le monde se connaît en fait, surtout dans le monde de l'équipement, tout le monde se connaît. Donc, c'est méritocratique, mais en même temps, quand tu veux changer de job ou explorer d'autres opportunités ailleurs, c'est important aussi de connaître du monde, de passer quelques coups de fil, d'envoyer quelques emails et tout. Et voilà, moi, tous les jobs que j'ai eus, moi, c'est du bouche à oreille. Tiens, on cherche quelqu'un, est-ce que tu connais? Ah bah tiens, j'ai Arthur, là, il est à fond et tout, il est super, prends-le. Et c'est comme ça, en fait. C'est beaucoup comme ça. Donc, c'est méritocratique, mais en même temps, beaucoup de network, beaucoup de réseaux, en fait, du réseautage, comme on dit en France. Et comme ça, en fait. Guillaume, Kevin, vous avez d'autres questions sur le parcours d'Arthur ou on peut passer
plus précisément à la découverte de son métier? Alors, juste rapidement, après, c'est pas forcément une question, je suis étonné quand tu as dit que tu avais 27 ans, que j'ai l'impression que tu as un parcours, parce que moi j'ai 32 ans, tu vois. Et honnêtement, quand tu dis le nombre d'années que tu as fait, ça veut dire que tu es arrivé à quel âge aux États-Unis? Tu as dit post-bac, donc tu es arrivé à 18, 19 ans? Ouais. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu mon bac en début juillet, j'avais 17 ans. J'ai eu 18 ans le 24 juillet et je suis parti une semaine après, en fait. Ok, parce que c'est ça, je voyais que tu as une carrière t'as presque 10 ans maintenant, en fait. Tu as presque 10 ans aux États-Unis, je faisais le calcul quand tu donnais les années à Furman et tout. Ça Et fait, ça, quand tu avais 27 ans, ça m'a agréablement surpris pour toi. T'as déjà une carrière de presque 10 ans alors que tu as moins la trentaine, c'est vachement donc, cool. je faisais un peu le calcul dans ma tête parce que c'est vrai que j'arrive là à 10 ans aux États-Unis. J'ai fait, on va dire, 3 ans de journalisme un peu, 4 ans de journalisme. Et là, ça va être 5e ou 6e année maintenant que je fais dans l'équipement. Donc voilà quoi. On va passer plus dans le côté. On va passer. Vas-y, Guigui, excuse-moi. Bah, en fait, c'est une question qui fait un peu le lien entre ce que tu as vécu un peu et vraiment de rentrer un peu dans le fond du sujet de ton job. Mais j'ai juste la question de c'est quoi pour toi le meilleur aspect de ton boulot qu'on pourrait ne pas penser, tu vois? Le meilleur aspect, en fait, moi je dis toujours que le travail que je fais, en fait, moi j'ai jamais été très bon au sport, en fait. J'ai jamais eu des capacités athlétiques incroyables ou j'ai jamais été. Je savais que j'allais jamais devenir athlète professionnel, mais ce que je fais en fait, je suis quasiment au plus proche des athlètes, au plus près des coachs. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le côté le plus gratifiant. Après, est-ce que ces athlètes, est-ce que les coachs, ils vont gagner des matchs grâce à moi? Sûrement pas, tu vois. Mais j'apporte quand même ma petite pierre à l'édifice dans le succès de ces gens-là et je trouve que c'est le meilleur aspect en fait de ce travail. Alors, si je peux me permettre, hein, pour avoir joué, je joue là, moi un petit peu en France, et quand je vois juste la différence de entre guillemets, traitement entre une équipe réserve et une équipe qui joue dans le premier niveau français, enfin le plus haut niveau français, alors c'est multiplié par 100 de ton côté, tu vois, aux États-Unis. Mais rien qu'à notre petit niveau, nous en France, je peux t'assurer qu'on voit la différence quand on a des mecs qui s'occupent pour nous des maillots, des straps, des tout ça. Donc multiplié par 100 chez toi aux États-Unis, tu fais peut-être pas gagner des matchs, tu ramènes peut-être pas des points sur le terrain, mais je peux t'assurer qu'en termes de préparation, on va dire, tu sais, mentale pour les joueurs, où les mecs sont dans un fauteuil, ils arrivent, ils sont déjà tout carrés. C'est un très gros luxe et je pense que les gros départements de grosses facs, ils doivent avoir un sacré département par rapport à l'équipement parce que je sais que vraiment c'est super important. Bah, c'est un peu le cœur de notre métier en fait. Moi, je dis toujours, moi, mon job est réussi quand le joueur, il a juste à s'occuper de jouer et le coach a juste à s'occuper de coacher. Et ils n'ont rien d'autre à se préoccuper, rien d'autre à penser. Tiens, je sais pas pourquoi mon casque là, il va pas. Tiens, là, je sais pas pourquoi, mais les communications, ça grésille, c'est pas top. Moi, à partir du moment où sur le terrain ou à l'entraînement, le joueur, il ne fait que de penser au jeu et à ses performances et le coach à comment est-ce qu'il va coacher et améliorer l'équipe sans se préoccuper de rien d'autre. C'est là mon job est réussi en fait. Nous, on a vu la différence. Alors moi, du coup, je sais pas si tu as suivi le LF un peu, tu sais, la Ligue européenne, et les Paris Mousquetaires qui se sont créés l'année dernière. Je suis de loin un peu, oui, je suis un peu. Bah, du coup, moi, j'étais un peu dans l'equipment team de l'année dernière. D'accord. J'étais sur le terrain, donc vraiment ce que tu as fait, tu sais, en game day et tout. Et c'était vraiment la première expérience de professionnalisation du football français, en fait. Et tu voyais que les joueurs qui avaient l'habitude d'être amateurs disaient c'est vraiment cool que t'as pas à faire ta lessive, tu t'occupes pas de ton maillot, quand t'arrives, ton maillot il est déjà dans le casier, tes équipements ils sont là, tout est prêt. Et les gars qui ont fait leur carrière depuis cadet et qui ont 10, 15 ans de football et qui passent à ce niveau-là, bah pour eux ça fait toute la différence. Et je me doute que, comme disait Guillaume, c'est multiplié par 100 quand tu passes aux États-Unis, mais t'as même la différence entre ce que toi t'as fait avec Furman par exemple ou Indiana State, entre le FCS et le FBS après.
Et comme tu dis, c'est le but, c'est que les joueurs, ils aient juste à jouer. Et toi, c'est pour ça que ton taf, il est d'autant plus important. Où c'est vraiment toi qui fais en sorte que. Et ça, c'est vrai que les gens s'en rendent pas souvent compte. Et c'est aussi pour ça que les gens, quand ils regardent du foot US, il y a beaucoup de monde sur une sideline. On se dit, il y a 200 joueurs dans une équipe de foot US. Non, c'est pas des joueurs, c'est tout l'équipement qui est là, tous les gens qui sont là pour resserrer un casque, pour remettre une vis, pour mettre un coup de pompe dans un casque, pour remettre un crampon, pour servir de l'eau, pour servir à manger. Et du coup, moi, honnêtement, je kiffe. Hein. Moi, j'ai vu ça quand j'étais à Washington State aussi. Et j'ai fait du shadow coaching pendant 3 semaines à Pullman, et donc on discutait pas mal avec les mecs de l'équipement. Et tu voyais que les mecs, comme tu disais, les mecs, ils sont là 1 heure avant l'entraînement à tout mettre en place. Ils en chient avant l'entraînement pour que quand les joueurs et les coachs arrivent, les mecs tout soit clean et ils aient rien à faire, et que quand tu as 2 heures d'entraînement, nous, j'ai envie de te dire, en France, sur 2 heures d'entraînement, je vais dire qu'on a un quart d'heure, 20 minutes de mise en place parce qu'il faut qu'on change ci, qu'on change ça. Toi, ton taf, c'est ça, c'est de faire en sorte que sur les 2 heures d'entraînement, il y ait 2 heures d'entraînement. Et honnêtement, moi, je kiffe. Hein. Je sais que c'est un peu overlooked souvent ce genre de rôle. Mais quand t'as côtoyé un minimum les programmes, et même je sais que Guillaume et Gus aussi, on est tellement dans le football qu'on connaît l'importance de ça. Moi, honnêtement, je kiffe. Hein. Je kiffe pour toi. Et félicitations. Hein. Non, en fait, moi, il y a 2 choses que je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire. On est overlook, mais quand quelque chose ne va pas, en fait, tu vas tout de suite le voir, en fait. Et donc, on a un métier qui est un peu compliqué, un peu bizarre, parce que tout le travail qu'on fait, en fait, c'est un peu un travail de l'ombre. On se met pas en avant. Mais par contre, si quelque chose va mal, ils vont savoir nous trouver. Donc, c'est un petit peu le mauvais côté. Mais tu vois, par exemple, moi, je m'occupe des communications pour les coachs. Donc, tout marche nickel, tu vois, c'est cool, hein, mais c'est normal, tu vois, personne. Par contre, s'il y a un truc qui va mal, s'il y a un casque ou un coach qui peut plus communiquer, là, tout de suite, c'est le branle-bas combat et ça va se savoir tout de suite. Par exemple, en NFL, dernièrement, Patrick Mahomes, son casque s'est désintégré avec le froid. Là, pareil, en fait, quelque chose va de travers, tout de suite, tiens, le staff équipement, tout ça. Et tu as raison de dire que nous, on est toujours là avant, en fait. Peut-être que ça viendra plus tard, mais entraînement, nous, on est toujours. Généralement, si on s'entraîne à 9 heures, moi, je viens à 6 heures et mes étudiants qui aident viennent à 7 heures. Et là, il y a tout un travail de mise en place où les coachs, en fait, nous donnent un script. En fait, c'est l'entraînement qui est de la première minute jusqu'à la dernière minute d'entraînement. On sait ce qui va se passer, en fait. Tout est minuté. C'est des périodes de 5 minutes. Tout est minuté. Et donc, nous, on sait déjà ce qui va se passer. Le but, c'est que tout soit prêt, en fait. Tout soit prêt et qu'on ne perde pas de temps. Parce que en NCAA, c'est ultra important. Les étudiants athlètes, ils n'ont qu'un certain nombre d'heures qu'ils peuvent passer sur le terrain. Et donc, nous, le but, c'est de maximiser le nombre de répétitions qu'ils peuvent faire, en fait. Le nombre de jeux qu'on va rentrer, le nombre de répétitions qu'ils vont faire. Juste par curiosité, tu sais, quel est justement ce nombre d'heures plafond? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une 20aine d'heures. Ok. Et après ça, les étudiants. En hebdomadaire, tu parles? À la semaine, oui, à la semaine. À la semaine. Et, ça me fait marrer. Vas-y, pardon. Après, ça dépend aussi de dans quelle saison tu es, si tu es en spring ou en fall, pour justement éviter des dérives où tu fais des entraînements de 5 heures et les étudiants sont KO. Donc, Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'étudiant, après, l'après-midi, il va bosser, lui. Oui, lui, il a des cours, voilà, quoi, c'est une vie. Donc, Guillaume. Pardon, ouais, non, ça me faisait un peu rire ce que tu disais par rapport à votre équipe, en fait. Votre but, c'est qu'on n'entende pas parler de vous. Parce qu'en fait, quand on entend parler de vous, c'est que quand il y a un truc qui se passe mal. Voilà. En fait, si tu me permets un peu cette analogie-là, littéralement, vous êtes la O-line du coaching staff. C'est ça. C'est ça un petit peu. Moi, j'avais presque la même, j'allais dire le kicker. Tu vois? Ouais, ça marche aussi. Parce que le kicker, mettre un PAT, mettre un field goal, c'est la base. Mais dès qu'il y a un field goal qui est raté, tiens, le kicker, il a raté un field goal. Tu vois, moi, c'est l'analogie que j'avais, moi, plutôt. Mais là, c'est aussi, je pense. Je l'avais plus avec la O-line en mode
tu cites quasiment jamais un Holland pendant un match, sauf pour dire qu'il a fait un false start ou un holding. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Si t'es pas le mec, enfin le frère du mec de Taylor Swift, en gros. On va continuer dans l'interview pour faire le lien avec ce que tu disais, c'était hyper intéressant. Juste, il y a combien de personnes dans l'équipe qui s'occupent de la logistique, des équipements? Tu parlais de stagiaires et tu parlais de ton chef. Vous êtes combien en tout? Alors ici à Arizona State, on a un head guy, donc un patron, on a un assistant, moi, et j'ai 3 étudiants qui sont en bourse complète, en fait. Donc eux travaillent un peu plus que les 12 autres étudiants que j'ai qui n'ont pas de bourse, mais qui touchent juste un petit peu d'argent chaque semestre, en fait. Et donc au total, on est à peu près une 15, 16, 17. Et juste, excuse-moi, il y a une différence avec niveau nombre de membres que tu avais à Furman ou à Indiana State. Tu vois que comme tu es en FBS, forcément, tu as plus de monde dans l'equipment team? Ah oui, en Furman, Indiana State, à Furman, j'avais 4 étudiants. À Indiana State, j'en avais 3 ou 4 aussi, pareil. Mais bon, après, les coachs savent aussi, on s'adapte. On s'adapte, on essaye quand même de remplir notre mission, mais on s'adapte. Voilà, c'est... Est-ce que tu saurais quantifier à peu près, en moyenne, combien d'heures tu bosses par semaine, genre? Là, ça va vous faire un peu peur, je pense, mais... Bon, on se doute que c'est beaucoup. On se doute que tu fais pas un 35 heures, un 35 heures français, tu vois. La saison, donc en fall, durant la saison, je faisais mes fiches d'heures comme tout le monde, en fait, et j'étais à 80 heures, 83 heures semaine. Attends, en sachant que ça, quand tu es en fall, donc ça veut dire que tu comptes pas le samedi du match? C'est-à-dire que tu comptes du lundi au vendredi? Si je compte le samedi du match, les seules choses où ça rentre pas dans mon nombre d'heures, c'est quand on voyage. Donc si on a 3 heures d'avion ou qu'on est à l'hôtel, ça compte pas. Donc on va dire que si on joue à l'extérieur, je rentrais, on va dire 65 heures, mais j'étais pas chez moi en fait, j'étais soit dans l'avion, soit à l'hôtel. Et après à domicile, c'est 80 heures. C'est de fin juillet jusqu'au dernier match fin novembre, ou même si après tu as un bowl, c'est quasiment du 7 jours sur 7, quoi. Hein, Je savais même pas qu'il y avait autant d'heures dans une semaine. C'est terrifiant. Oui, c'est beaucoup d'heures, mais voilà, c'est un métier qui est top, il y a des sacrifices, et voilà, le nombre d'heures, malheureusement, on peut pas y remédier. Justement, on parlait d'une game week quand tu es en fall season. Ça ressemble à quoi parce que nous, on a déjà interviewé certains joueurs, on a interviewé des joueurs ELF, donc c'est un niveau qui est un peu en dessous quand même. Mais du coup, toi, pour l'equipment, à quoi ça ressemble une semaine de match pour toi? On va dire une semaine à domicile, sans compter les déplacements, les préparations de déplacement et tout. Alors, ici à Arizona State, c'est un petit peu plus chaud que les autres universités parce qu'on change d'uniforme et de stickers sur les casques à tous les matchs en fait. Donc ça on va dire que nous, notre semaine de préparation, des fois elle commence même pendant la semaine d'avant en fait. Mais sinon on va dire que par exemple on joue à domicile un samedi. Dès que les joueurs rentrent au vestiaire, on récupère leur casque. Et on passe la soirée à retirer déjà tous les stickers sur leur casque. On fait la lessive. Il y en a combien par casque, pour rigoler? Stickers, il y en a un de chaque côté. Souvent, il y a une sorte de... Comment on appelle ça en français? Une sorte de bande au milieu? Une bande au milieu, il y a des fronts et des back bumpers. Vous n'avez pas de petits stickers individuels dans le fond? Derrière, comme Ohio State ou non, vous n'avez pas ça? C'est pas ça. Heureusement. Fois 80 joueurs au moins. Donc, dès la fin du match, on retire tous les stickers. On fait la lessive. Le dimanche, on finit la lessive et le dimanche, on commence la préparation pour le match suivant. Donc, si c'est à l'extérieur, on va commencer à préparer les sacs des joueurs. On va commencer à préparer tous les habits des coachs, des membres du staff.
parce qu'on a un code couleur quand on se déplace, tout ça. Et le lundi, pareil, on reconstruit, on va dire, les casques, on remet les bons stickers. Et donc, généralement, ça prend quand même 3-4 jours. Et donc, le samedi, si on joue avec un casque, par exemple, doré le samedi, on va dire que le mardi et mercredi, on va s'entraîner avec le casque marron et on va faire la transition avec les joueurs le jeudi au casque doré pour qu'ils aient la sensation en fait du casque qu'ils vont jouer avec le samedi. Il faut savoir qu'on a 3 casques ici à Arizona State. On a doré, blanc et marron. Des très très beaux casques d'ailleurs. Moi j'adore l'aspect un peu cuivré que vous avez. Ouais, je préfère sur Pactual, ouais. Ça, ouais, je vais pas prendre. On s'est beaucoup inspiré du casque de LSU. On appelle ça color shift en fait. La couleur qui change un peu quand tu es à la lumière ou au soleil. Pour notre casque marron, ça on l'a pris à LSU qui était la première équipe à le sortir. Ensuite, notre casque doré, il est un peu plus proche de ceux des Packers, avec un peu plus de flake. Et ensuite, notre blanc, c'est un blanc classique. Mais c'est lequel ton préféré? Moi, tu sais, moi dans mon équipe, je suis pas le plus créatif de tous. Je suis pas. C'est pas ça qui m'intéresse beaucoup moi dans mon métier. C'est plus facteur sécurité, le facteur tout le monde soit prêt en fait. Moi j'adore par exemple, tu vois, Alabama, USC, les mêmes uniformes, les mêmes stickers, là, rien ne change. Ça c'est vraiment. C'est un gain de temps. Ouais, donc, du coup, un gain de temps, mais je trouve que traditionnellement c'est très fort en fait de toujours regarder les mêmes. Donc toi, du coup, si jamais tu faisais ça à Oregon, ce serait une purge pour toi. Ben oui, Oregon, voilà quoi. Nous, à Oregon, maintenant il y a UCF qui change beaucoup. Ouais. Louisville change beaucoup. TCU change beaucoup. Donc voilà quoi. Mais bon, après je pense que c'est plus mon côté européen un peu. Voilà, t'as un maillot domicile, un maillot extérieur et voilà, et on change pas. Oh bah tu sais, en Europe maintenant ça change, hein. Tu peux faire des finales de Ligue des Champions en maillot jaune fluo et ça gêne pas trop les gens. Donc moi je trouve j'arrête de me plaindre. Parce que moi c'est une question, je pense qu'elle est peut-être bête, mais est-ce que le choix des maillots, le choix des uniformes revient à ton équipe ou c'est une autre entité, c'est un autre groupe au sein de la fac du département athlétique qui décide des uniformes portés? Je sais pas, par exemple, vous affrontez lors de la Territorial Cup, donc le derby face à Arizona, est-ce que c'est vous qui choisissez l'équipement que vous allez porter? Non, nous on propose des idées souvent. On a un département marketing ici. On propose des idées et ensuite c'est eux qui nous orientent un peu, qui nous disent. On travaille aussi avec Adidas. Par exemple, quand on a joué Washington State, Adidas voulait absolument qu'on porte un maillot qui brille un peu dans le noir. Donc là, c'était plus un choix d'Adidas en fait. Après, la Territorial Cup, c'est souvent habit traditionnel. Ça, on n'y déroge pas. Après, généralement, aussi, quand tu vas à l'extérieur, c'est souvent un maillot blanc. Sauf si tu t'entends avec l'équipe où tu vas jouer. Par exemple, en 2021, on a joué à BYU. Et nos deux coachs, en fait, s'étaient entendus pour faire une sorte de les Mormons contre les démons, un peu, une sorte un peu de rivalité, tout ça. Donc, ils nous avaient autorisé à jouer en noir, ce qui est très rare à l'extérieur, de jouer avec des habits de couleur. Mais sinon, extérieur, c'est toujours blanc, le maillot. Et à domicile, tu peux choisir la couleur que tu veux. Donc, généralement, souvent, 2-3 semaines avant, on envoie un email, on appelle le service équipement des équipes contre qui on va jouer, puis on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous avez porté ce match-là? On essaye de faire un match-up assez sympa au niveau des couleurs pour que ça monte bien. On t'avait coupé dans l'organisation de ta semaine avant de passer au jour de match, au game day. Qu'est-ce que vous faites le vendredi, la veille par exemple? Enfin, je te laisse. Alors, généralement, si on est à domicile, donc l'équipe part à l'hôtel le vendredi après-midi. Ils vont se mettre au vert, ils vont
ailleurs que le campus pour se concentrer sur le match. Du coup, nous, on a accès au vestiaire en fait le vendredi après-midi. On sait qu'il n'y aura personne dedans. Donc là, on prépare tout le vestiaire, les maillots sur les épaulières, on nettoie les casques. Vraiment, on prépare tout le vestiaire le vendredi. Quand on va à l'extérieur, généralement, on voyage le midi. On prend toujours l'avion, on atterrit dans la ville fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Et la première chose qu'on fait, nous, service équipement, on va au stade. On ne passe même pas à l'hôtel, on va directement au stade. On a notre camion en fait qui nous attend avec tout notre équipement. Et on passe la soirée à faire le vestiaire, en fait, à tout préparer, les coachs, les joueurs, tout ça. Et généralement, le samedi, quand on arrive, il nous reste plus que la sideline en fait à faire, les bancs de touche. Moi, mon service de communication, aller dans la boîte, dans la coaches box, dans les stades pour être sûr que voilà la communication marche bien, tout ça. Donc c'est un métier où on anticipe beaucoup, c'est un métier où on prépare beaucoup en avance, où on ne laisse pas trop la chance. On laisse pas trop sa place à la chance en fait. Et donc du coup, on est assez bien préparé. Et si des fois il y a des imprévus, on a souvent des solutions. On prend toujours des choses en double en fait pour être sûr qu'on manque de rien. J'avais une petite question. Oui. Est-ce que vous avez des demandes particulières par joueur, individuel de joueur? Et si oui, est-ce que tu as une ou deux petites anecdotes assez marrantes, sans forcément nommer les joueurs ou quoi, hein, mais de demandes que vous avez de certains joueurs Oui, on a des... Alors, coach et joueurs, je vais commencer par les coachs. Les coachs, moi, je demande toujours c'est quoi ton snack préféré. Donc, quand le coach il arrive le samedi au stade, il a son snack préféré dans le vestiaire. Moi, je sais qu'il y a des coachs qui aiment porter des couleurs. Je sais qu'il y a des coachs qui n'aiment pas du tout les couleurs. Par exemple, coach Arroyo qu'on vient d'avoir, je discutais avec lui. Il m'a dit que du noir. Il m'a dit, je m'en moque de ce que tu mets dans mon vestiaire. C'est que du noir. Coach Kenny Dillingham, son habit préféré, c'est un sweatshirt léger. Donc, à chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur, j'ai quasiment 2 sweatshirts légers larges, toutes les couleurs, rien que pour lui. Et voilà. Après, les joueurs, on va dire, le niveau de détail, c'est... alors déjà, de 1, c'est le swag. Les jeunes joueurs d'aujourd'hui sont beaucoup portés là-dessus. Donc, par exemple, les quarterbacks, ils vont beaucoup aimer un t-shirt en fait qu'on appelle de 3/4, en fait, où ça coupe au niveau du milieu de l'avant-bras. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pour nos quarterbacks. Comme c'est plus lourd en fait. C'est les maillots comme ça, non, Guillaume? Non, je crois En fait, c'est un sous-maillot. Le sous-maillot, ok. Donc, oui. crack avec ce qu'on voit souvent en ce moment sur les quarterbacks en college football. Donc ça, c'est une demande. Après, il y a des demandes, tiens, des gants de couleur. Il y en a qui veulent jouer qu'avec des gants blancs, des gants noirs. Donc, mais ça, c'est petit à petit, en fait. Quand tu apprends à connaître tes coachs, quand tu apprends à connaître tes joueurs, tu sais que voilà, il y a des détails sur lesquels il faut faire attention et sur lequel il faut être prêt en fait à répondre pour justement, si le but du jeu, c'est que le joueur ne se préoccupe de rien. Donc si tu lui apportes ce qu'il veut, il est content et voilà, on t'a fait réussir. Je vous propose de passer au match. Tu nous as raconté ta semaine, tu nous as raconté que vous faisiez aussi le samedi, notamment avec le coaching box. Quand le match commence, est-ce que tu as un rôle durant la rencontre? Ou tu es un spectateur? Est-ce que tu es dans les tribunes? Ou est-ce que justement tu es en backstage? Qu'est-ce que tu fais? Tu es sur la sideline? Explique-nous. Moi, je suis sur la sideline. Généralement, j'ai un casque de communication sur moi, en fait, où j'ai tous les channels, en fait, parce qu'il y a une chaîne où les coachs offensifs se parlent, une chaîne où les coachs défensifs se parlent. Donc moi, je suis sur toutes les chaînes et je peux écouter vraiment tout ce qui se dit et être sûr que voilà, les lignes sont claires, il y a pas de problème. Ensuite, moi, je suis attentif au match, en fait, à tout
à tout ce qui va se passer au niveau de l'équipement. Par exemple, si un joueur pendant un jeu perd son casque, tout de suite, le joueur doit sortir du terrain pendant un jeu. Donc moi, tout de suite, je l'attends à la sortie du terrain. Il est la première personne qui va voir. Et je dois prendre son casque, vérifier que tout est bon. Des fois, ça arrive, tu sais, voilà, ça peut glisser des fois. Si un joueur perd une chaussure, j'ai toujours un cale-pied sur moi parce que quand un joueur avec des gants, tout ça, il n'arrive pas. Des fois, il peut ne pas réussir à remettre sa chaussure. Donc, tout de suite, être là. Le but du jeu, c'est que quand il y a un petit souci d'équipement qui arrive, parce que des fois, ça peut arriver, c'est qu'il loupe le moins d'actions possible quand il sort. Parce que si c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et qu'il n'est pas sur le terrain parce qu'il a un problème de casque, là, les coachs vont venir me voir et me dire qu'est-ce qui se passe. Donc, généralement, je regarde tout le match et je regarde mon équipe et je m'assure que tout se passe nickel. S'il y a un casque qui saute, s'il y a quoi que ce soit, je suis prêt à intervenir, prêt à réparer. Si jamais ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, une épaulière qui casse ou un casque, le face mask qui casse, on a des casques de rechange. Donc, tout de suite, sur le bord du terrain, on prend le casque de rechange. On le donne au joueur, on s'assure qu'il va bien, on le renvoie sur le terrain et nous, on répare son casque ou son épaulière. Et lors d'un temps mort ou lorsque l'attaque ou la défense sort du terrain, là, on refait le changement pour qu'il retrouve son équipement. Donc, comme je disais, c'est très stressant. Parce qu'encore une fois, quand tout va bien, on n'entend pas parler de nous, c'est génial. Mais quand il y a un souci, faut être dans le feu de l'action et tout de suite réparer ce qui ne va pas. Donc, voilà ce que je fais pendant les matchs. Ça fait juste une petite aparté, vite fait, par rapport à ce que tu as dit. C'est vraiment 2 secondes. Et toi, c'est ton quotidien, donc tu dois pas forcément. Enfin, peut-être que tu te rends compte, mais comme tu l'as dit, ça fait 5 ou 6 ans que tu fais ça, donc c'est peut-être devenu banal pour toi. Mais notamment pour Kevin et moi qui avons, à un moment donné dans notre vie, dans notre carrière, avons eu une expérience de coach. La phrase que tu as sortie du j'ai le headset avec tous les channels de coach attaque et défense, tu sais même pas à quel point tu es envié, à quel point on a été jaloux pendant cette phrase de toi. Parce Très que clairement. vraiment, Très clairement. on paierait très très cher pour juste être incartant, Ouais. glisser une oreille dans ton headset et juste avaler les paroles des coachs et voir comment ça se passe, tu vois. Ah oui, c'est très. Franchement, je me rends compte de la chance que j'ai. Genre, puis c'est très intéressant d'écouter comment une attaque parle, en fait. Souvent, le coordinateur offensif. Donc, déjà, en fait, pour rentrer plus dans les détails, dès que l'action se finit, on a un analyste ou un GA qui va nous dire et voilà, 3e et 2, on est sur la left hash, on est sur la ligne des 45 yards. Ensuite, le OC va appeler le jeu et tout le monde va écho le jeu en fait aux joueurs sur le terrain. Et donc c'est très intéressant de voir comment tout le monde en fait communique parce que c'est très organisé en fait. Je dis toujours que des fois ça crie, c'est du brouhaha, tout ça, mais ça reste toujours très organisé. Et donc moi je parle jamais dans le headset. La seule fois où je vais parler, c'est s'il y a un coach qui a un problème. Et donc je vais dire coach machin a un problème, working on it, et voilà, et c'est tout. Je fais que d'écouter, c'est tout. C'est vrai qu'on a eu... Vas-y. On a eu un glimpse de ça un peu avec Oregon cette année qui a eu ils faisaient des récaps scénarisés, enfin, ça ressemblait un peu à un film de tous leurs matchs. Et à partir de je sais plus quelle semaine, ils avaient intégré les communications de headset des coachs. Et c'est vrai que je pense que c'est l'une des premières fois dans le college football. Sinon, il y a NFL Films qui le fait aussi pour la NFL, mais dans le college football, de pouvoir voir ce qui se passe sur le terrain et d'avoir la communication des coachs dans le headset. Il y avait eu ça pour Notre-Dame Duke. Je sais pas si tu t'en rappelles, Kevin, tu es là sur les 2 dernières minutes du match. Ouais. Non, c'était sur. Ouais. Donc, mais du coup, c'est vrai que tu entends gueuler de partout. Tu dis, ouais, il y a tout le monde qui parle, mais comme tu dis, je pense que chacun a son rôle dedans et c'est aussi l'organisation où pour nous de l'extérieur, ça peut paraître du chaos. Mais effectivement, je pense que c'est hiérarchisé, c'est organisé comme il faut, quoi. Ah oui, c'est très hiérarchisé, c'est très organisé. Et surtout, tout le monde est à sa place. Enfin, celui qui appelle le jeu, c'est le coordinateur offensif. C'est pas Pierre-Paul ou Jacques. C'est chacun à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. Parce que si par exemple, moi, je ferais n'importe quoi sur le
sur le headset, on me le retirait tout de suite. Et ça, c'est vrai pour tous les autres coachs aussi. Donc, c'est vrai que une fois, c'est un peu marrant des fois dans le moment d'entendre les réactions des coachs, tout ça, sur un gros jeu ou sur quoi que ce soit. C'est toujours très marrant. Mais ouais, moi, je fais plus qu'écouter. Et je sais que je suis très. Si vous voulez devenir coach, je sais que je suis très, très chanceux. Et ouais, j'ai juste un truc à rajouter. Il y a la nouvelle règle qui est arrivée cette année, qui toi doit t'impacter grandement. Du coup, avec l'arrivée des oreillettes, plus ou moins en gros, dans les casques de quarterback, et j'imagine qu'en défense, il y aura comme le principe en NFL du green dot. Du boulot en plus pour toi, comme si tu n'en avais pas assez. Et il y aura les tablettes aussi sur la sideline. Il y aura les tablettes aussi sur la sideline. Tiens, c'est marrant que vous parliez de ça. Hier, j'ai eu une réunion d'1 heure avec la Big 12, parce que l'année prochaine, on va être en Big 12. Et pendant 1 heure, on a vu une réunion avec en fait la Big 12 et tous les équipements managers et tous les services vidéo et services opérations pour parler de ça. Et donc oui, ça va arriver. Là, nous, on va commencer nos entraînements de printemps là, dans 3 semaines. Et donc, je devrais recevoir mes premiers modules, en fait, que je vais pouvoir installer dans le casque mes quarterbacks. En défense, je ne sais pas trop encore. Il faut que je discute avec mes coachs, voir à qui on va mettre ça. Donc oui, ça va arriver. Est-ce que ça va résoudre le problème des signalers? Je ne sais pas. Ça va faire plus de travail pour moi, mais en NFL, ils sont capables de le faire. Donc pourquoi est-ce que nous ne serait pas capable? Après, ils vont parler des tablettes aussi. Je crois que ça va être quelque chose comme 18 tablettes ou un truc comme ça sur le bord du terrain pour les coachs, les joueurs, tout ça. Après, ils sont en train de parler de toutes les règles parce qu'en fait, là, avec surtout pour les tablettes, en fait, on rentre vraiment dans un problème d'équité sportive, en fait. Sur les tablettes, est-ce qu'il va y avoir des données, par exemple, combien de kilomètres un joueur a couru, donc est-ce qu'il est fatigué, combien, par exemple, en cover 3, en cover 3, combien de fois la passe a été réussie. Enfin, donc, ils sont en train vraiment de voir un peu au niveau vraiment data. Est-ce qu'on peut mettre des data dans les tablettes ou est-ce que c'est juste un ralenti pur et dur? Ah, c'est bon à savoir ça, parce que moi je vous avoue que j'ai pas vu d'informations comme ça sortir. Et en fait, tu nous dis que il y a un travail de la part de la NCAA ou des conférences oui. pour que tout le monde ait le même équipement, les mêmes oui. tablettes, les mêmes données. D'ailleurs, je me pose une question, c'est que je sais qu'en France, enfin dans le rulebook, parce que du coup j'ai été arbitre, donc j'ai un peu mis ma tête dans le rulebook aussi. De ce que tu parlais d'équité, c'est vrai que nous, par exemple en France, on peut avoir un coach dans les tribunes avec un headset, mais si jamais, en tant qu'équipe à domicile, tu le fournis à l'équipe à l'extérieur aussi dans cette question d'équité. Est-ce que ça voudrait dire du coup que quand tu es à domicile, est-ce que c'est vous qui devez fournir les headsets pour l'adversaire? Est-ce que c'est vous qui devrez fournir les tablettes pour les adversaires? Ou est-ce que c'est eux qui viennent avec leur matos? Alors, les headsets, chaque équipe apporte ses propres headsets. Chaque équipe gère son propre système. Tous les stades sont aux normes au niveau des câbles, tout ça. Peu importe où on va, c'est pareil. Chaque équipe apporte ses headsets. Après, au niveau des quarterbacks, de la défense, les micros, tout ça, ça va être. Je ne sais pas encore comment ils vont faire. Je ne sais pas si, par exemple, si nous, on ne l'utilise pas, est-ce que Oklahoma State peut l'utiliser ou pas? Je ne sais pas encore. Je pense qu'ils sont en train de parler là-dessus. Je pense que ça va aussi poser des problèmes quand on va jouer des équipes FCS avec beaucoup moins de moyens. Je pense pas que ces équipes puissent payer des tablettes ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut les utiliser? On ne sait pas encore. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Ça va arriver, ça arrive. Je pense qu'ils sont en train de régler comme j'ai dit, les derniers détails pour l'équité sportive, en fait, et essayer vraiment de respecter un maximum cela. Voilà, apporter de la nouvelle technologie, c'est bien, mais voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas des équipes qui puissent avoir accès à des informations que l'autre équipe ne pouvait pas avoir. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Si je peux me permettre, pour les auditeurs, ce dont parle Arthur, c'est le même esprit en fait qui a commandé toute la législation, vous l'avez vu avec le scandale de tricherie à Michigan, sur la présence ou non de scouts d'une équipe chez l'adversaire lors des jours de match. En fait, l'idée, c'est de se dire,
Par exemple, là, ça concernait Michigan et Central Michigan. Michigan touche 50 millions de dollars par an de droits TV, alors que Central Michigan, en Mid-American Conference, on touche 1 million. Il apparaît logique que Michigan ait plus de staff que Central Michigan ou Western Michigan. Donc, Michigan ne peut pas envoyer des scouts les jours de match là-bas. Là, je devine que c'est exactement le même esprit d'équité qui va commander toute cette problématique autour des tablettes. Kevin, est-ce que tu as d'autres questions, ou Guillaume d'ailleurs, sur tout non, ça? Quand on reste sur le game day, on va suivre le plan. Je pense que là, on parlait de toutes les difficultés que tu avais un peu. Disons, à domicile, à l'extérieur, c'est quoi s'il y a un challenge, le truc le plus compliqué à domicile, à l'extérieur, ce serait quoi pour toi? À l'extérieur, je vais commencer par l'extérieur. À l'extérieur, le plus gros challenge, parce que là, il y a vraiment une contrainte de temps, c'est à la fin du match, entre le moment où l'horloge atteint 0 dans le 4e quart-temps et le moment où on doit être prêt à partir, il y a 1 heure. Donc, en 1 heure, ça veut dire qu'on doit nettoyer toute notre sideline et tous les vêtements des coachs, des joueurs dans le camion, parce que nous, on prend l'avion avec l'équipe. Et donc, nous, on a notre directeur des opérations qui, dès le coup de sifflet final, en fait, dès que ça atteint 0, il démarre son chronomètre et on a 1 heure pour faire en sorte que tout le monde soit sorti, que tout soit rangé, que tout soit dans le camion et qu'on ait juste à monter dans le bus et à prendre l'avion. Donc ça, c'est vraiment le plus gros challenge parce que c'est vraiment une contrainte de temps. Une contrainte de temps avec à peu près, on va dire, 150 personnes. Donc souvent, il y a des coachs, des joueurs qui prennent bien leur temps dans les douches, tout ça. Donc on essaie un peu de réguler, de leur dire, allez, faut essayer de bouger un peu maintenant. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros challenge pour nous. Il y avait pas en France, si je peux te rassurer. Mais on a été bon cette année. On a vraiment été bon. On était souvent autour de 45 minutes. Généralement, on attendait plus certains joueurs, certains coachs que nous. Donc ça, c'était vraiment très, très, très positif. De toute façon, mes étudiants, ils le savent. Dès qu'on atteint la fin du 3e quart-temps, généralement, on commence à ranger. On commence à ranger les trucs déjà dans le camion pour essayer de gagner du temps. Sinon, ça ne serait pas possible. Et après, si on voit que le match il est plié dans le 4e quart-temps, pareil, il y a des trucs qu'on range un peu plus vite que d'autres. Après, si c'est un match serré, bien entendu, on touche à rien parce que il y a la victoire à aller chercher, tout ça. Mais si des fois le match est plié, si on est beaucoup en avance ou si on est trop derrière, il y a des choses qu'on va ranger un peu plus vite. À domicile, le plus gros challenge, c'est justement de penser que c'est un peu plus confortable qu'on est à la maison et de pas vraiment faire attention à certains détails, de pas vraiment être concentré en fait, comme si on était à l'extérieur. Du coup, ce serait la complaisance un peu. Excuse-moi, Guy. Ouais, non, mais c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit. Moi, j'avais une petite question. Du coup, j'imagine que tous les stades à l'extérieur, c'est peut-être pas. Il y a peut-être des contraintes différentes. Est-ce qu'il y a des stades plus friendly pour les away teams que d'autres? Je te demande ça en mode quels sont les plus sympas, parce que je te demande pas quels sont les moins sympas, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait la suite de ta longue carrière, on l'espère. Mais ouais, je peux balancer là-dessus. Ah, tu peux balancer? Ah, bah alors, nous on est à fond là-dedans. Nous, des petits copains comme ça. Le plus beau vestiaire, c'est celui du Rose Bowl. C'est un véritable musée. C'est le plus grand vestiaire de l'équipe à l'extérieur dans lequel j'ai pu mettre les pieds quand on joue UCLA. C'est vraiment c'est ultra facile d'accès pour nous. La sideline est immense. Le vestiaire, c'est même trop grand en fait. Il y a trop de place, donc c'est top en fait. Et ensuite, le vestiaire le moins friendly dans ma carrière, je dirais, c'est Oregon State. Oregon State, pour ceux qui ne savent pas, le vestiaire de l'équipe extérieure est situé tout en bas au dernier niveau dans leur salle de basket. Et c'est crade, c'est vraiment pas top du tout, quoi. Tout le monde est serré, il y a de la moisissure, tout ça, c'est pas top. Après, forcément.
Ils étaient en travaux sur le Ristor Stadium, là, justement. Donc là, est-ce que oui, le vestiaire de Ware faisait partie? j'y suis parti. On n'a pas eu la possibilité d'y retourner depuis. C'est vrai que je dis ça, c'était en 2021, 2022 qu'on y avait été. Après, quand on va jouer à Arizona aussi, souvent, voilà, il manque des portes dans les WC et tout ça. Enfin, des petits trucs moins sympas. Mais Après, si tu veux bitcher un peu sur Oregon State, sache que les DM de Kevin sont toujours ouverts pour ça. Il y a pas de souci. Hein. non, après, ouais. Après, ils avaient un problème avec les journalistes aussi, apparemment. Il y a pas mal de journalistes qui étaient dans les press box, justement, à Oregon State, qui disaient que ils n'avaient pas trop d'accommodation. Et je sais que le Research Stadium, bah là, ils sont en train de le refaire, donc j'espère pour eux que ça ira mieux, quelle que soit la conférence dans laquelle ils jouent. Hein. Mais ouais, je sais que le Research Stadium, quand on écoute, bah moi, je suis beaucoup les beatwriters d'Oregon et les trucs comme ça. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, Oregon State, c'était pas du tout la meilleure destination pour une équipe à l'extérieur, quoi. Après, Washington est top. C'est un très bon vestiaire, très facile d'accès. Utah, ils ont refait leur vestiaire de l'équipe à l'extérieur. Nickel. Il y a même un vestiaire privatif pour le head coach. C'est quelque chose d'assez rare à souligner. Donc Utah, très très bien. On a qui d'autre? Oklahoma State était pas mal. On avait quoi d'autre? Qui c'est qu'on a joué? Oklahoma State, c'est l'argent du pétrole, ça. USC au Coliseum est pas mal. Le seul souci, c'est que les deux équipes prennent le même couloir, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, le vestiaire est pas mal. Washington State, c'est pas mal aussi. C'est facile d'accès. Enfin, il y a vraiment, Stanford aussi, pas mal. Pour la sideline, c'est un peu long, mais sinon, ça va. Vraiment, ouais. Oregon State, c'est Et là, juste en profiter qu'on est sur un peu les ambiances, enfin pas les ambiances, mais les accommodations un peu des stades à l'extérieur. Là, c'est vraiment sans parler de boulot. C'est quoi? C'est quel stade où en atmosphère de match où t'as pris genre 10 secondes pour dire ah ouais quand même, tu vois. Il y a une sacrée ambiance en termes de vraiment d'ambiance de stade, de fans, enfin de fans, d'étudiants du coup dans les gradins, de vraiment où tu t'es dit ah ouais c'est un vrai niveau quoi. Il y a 3 fois où j'ai vraiment pris une claque. La première claque que j'ai prise, c'est à Utah en 2021. C'était un peu particulier parce que l'équipe avait perdu un de ses joueurs dans un. Oui, deux joueurs en plus avec le même numéro, qui avaient la même bourse, tout ça. C'était le fameux numéro 22 sur les casques et sur les terrains. Voilà. Et tout comme ça. Et, donc, nous, on les a joués la semaine quasiment après, où on était la première équipe à jouer là-bas après le drame. Et je me souviens que lors du passage entre le 3e et le 4e quart-temps, ils ont passé une vidéo de 2-3 minutes pour rendre hommage aux joueurs. Et là, voilà, j'avais pris une bonne claque. Donc, il y avait vraiment une ambiance de fou pour honorer ces deux joueurs. La deuxième claque que j'ai prise, c'est à BYU. C'est la première fois où donc nous, moi j'étais sur le terrain 2-3 heures avant le match pour préparer l'échauffement. Et quand ils ont ouvert les portes, un amas d'étudiants qui a couru dans les gradins pour réserver sa place, et un bruit pendant le match, tout ça. C'était vraiment vraiment fou. Et là, dernièrement, on a joué à Washington avec Michael Penix, quand ils étaient sur leur longue série de victoires après qu'ils aient battu Oregon. Et là, c'est la première fois où j'avais mes coachs dans les casques qui n'entendaient rien en fait. Ils entendaient le premier drive en attaque qu'on a eu, il y avait des petits soucis. Le son était à fond et les coachs n'arrivaient même pas à se parler en fait, tellement il y avait de bruit dans le stade. En plus, le stade à Washington est fait d'une telle façon qu'il y a une sorte de réverbération qui est juste folle en fait.
c'est vraiment un avantage pour eux, quoi. C'était vraiment. C'est le stade le plus bruyant du football universitaire en termes de décibels. Ils ont le même en NFL. Hein. Je me demande si c'est pas le même architecte, mais ils ont cette architecture effectivement qui est en. Il y a un truc il y a une sorte de toit et des gradins qui sont faits d'une certaine manière que le son revient sur le terrain. Ouais, c'est une sorte de cuvette. C'est ça. Et pourtant, c'est bizarre parce que si je dis pas de bêtises, le Ski Stadium, il y a surtout 2 grandes tribunes sur les côtés, mais il est presque ouvert derrière les end zones. C'est ouvert sur la baie. Ouais. Sur la baie, il y a une sorte de lac ou de rivière, justement. Mais ouais, enfin, le premier drive en attaque, mais j'avais les coachs qui me regardaient, ils disaient, mais il marche pas tes casques, Arthur. En fait, non, c'est juste qu'il y avait tellement de bruit que c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Est-ce que, avant de passer sur ces autres questions, je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait poser. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté sur Kenny Dillingham, notamment sur quel type de coach il est, quel est son caractère, et plutôt ce qui serait le plus intéressant de savoir quels ont été en fait les changements qui ont été appliqués à son arrivée après Herm Edwards, votre ancien head coach, et s'il y a des changements qui vous ont particulièrement impacté. Alors, Herm Edwards, pour comprendre un peu, c'est un coach un peu de l'ancienne école qui venait de la NFL. Il a beaucoup coaché aux Jets et aux Chiefs. Du coup, lui, il a apporté un petit peu un management NFL ici, où finalement les joueurs étaient finalement un peu libres de faire ce qu'ils voulaient. Vraiment, vraiment très NFL en fait. Et quand coach Kenny est arrivé, ça a beaucoup changé en fait, beaucoup plus de cadres, beaucoup plus de règles, beaucoup plus de responsabilités aussi. Et du coup, c'est vraiment diamétralement opposé en fait. Coach Kenny, il est très jeune. Il a une trentaine d'années. Je pense que c'est l'un des coachs, l'un des head coachs les plus jeunes en college football. Il fait un peu partie de cette génération comme Dan Lanning à Oregon ou Kingsbury qui est au Cardinals mais qui était à USC avant, ou Lane Kiffin ou les frères Norvell, tout ça, un petit peu nouvelle génération de head coach, tout ça. Et donc je pense que lui, il a toujours été en fait coordinateur offensif. Donc quand tu es coordinateur offensif, tu es plus vraiment dans le travail intrinsèque de coach, où tu vas penser aux tactiques, tu vas penser vraiment au terrain tout le temps. Mais quand tu es head coach, en fait, le travail est un peu plus différent. Il faut que tu lèves des fonds, il faut que tu gères l'équipe un peu plus dans la globalité, tout ça. Tu es un peu moins dans le micromanagement, tu es plus dans la macro, comment tu veux guider ton programme. Et donc, je pense que pour lui, ça a été une année un petit peu de transition, parce que même je vois, nous, dans nos staff meetings ou quoi que ce soit, quand il commence à parler de l'attaque, c'est ultra pointu, il sait de quoi il parle, il connaît tous les détails, tout ça. Et donc, du coup, lui, maintenant, en tant que head coach, il est plus, faut qu'il soit un peu plus dans la globalité. Il est super à travailler avec. Il a beaucoup d'idées. Des fois, il vient nous voir et dans les 5 minutes qui suivent, est-ce que vous pouvez me faire ça, ça, ça. Donc, on est sur nos gardes, mais il est vraiment, vraiment top à travailler. Herm Edwards était pareil, était quelqu'un de top à travailler pour. Je sais que son passage ici a été très marqué de polémique, tout ça, mais il a toujours été très correct avec nous, très respectueux. Quand il est parti, il nous a tous dit au revoir, il est venu tous nous saluer. Et coach Kenny, pareil, très respectueux. Voilà, il demande beaucoup et donc on s'adapte. Il y a des choses des fois qu'on ne peut pas faire, on lui explique pourquoi et donc il comprend. Mais si on peut le faire, on va le faire. Et voilà. Guillaume, Kevin, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de toutes les questions? Il doit en rester plein en fait. Ouais. Moi, tout ça, ça me fait penser que faut que je prépare mon sac pour demain, surtout. Parce que moi, j'ai match demain, donc moi, j'ai mon game day demain.
Mais non, moi honnêtement, ça m'intéressait beaucoup parce que, voilà, comme on l'a dit au début, moi je suis fan d'Oregon et je sais que Kenny Dillingham, du coup, était le coordinateur offensif d'Oregon l'année dernière et qu'il est venu. Et j'étais grave content qu'il puisse avoir un poste de head coach. Et je sais que l'année a été un peu compliquée parce que nous, voilà, on suit le CFB chaque semaine. Il y avait entre les blessures de quarterback, les trucs comme ça, c'était un peu une offense qui avait du mal et de l'extérieur, en tout cas, on a trouvé que Dillingham avait réussi à bien quand même tenir son programme malgré malheureusement tous les aléas qu'il a eu et et comme tu le disais, c'est l'un des plus jeunes head coach du college football et ça a l'air d'être un mec qui a quand même. Après, on sait tous aussi qu'ils ont comme tu le disais, ils ont tous été sous différents head coach avant. Donc je pense que ils viennent pas être comme ça. En fait, il a eu des expériences avant. Je pense qu'il doit s'inspirer des coaching staff dans lesquels il a été précédemment. Mais ouais, moi c'était ton inside à ce niveau-là, c'était de savoir comment ça se passait avec lui. Parce que moi, j'étais un peu dégoûté de le voir partir, je t'avoue. Même si maintenant, Will Stein, on n'est pas si mal que ça à Oregon. Mais voilà, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je suis allé regarder. T'es jamais allé à Oregon, du coup, parce que comme Non. Arizona State et Oregon sont pas dans la même division, ils sont joués qu'en 2023 et le match était à Tempe, du coup. Donc, effectivement, t'étais pas allé à Hudson. Je pense que ça t'aura peut-être fait changer de ton top 3, parce que le Hudson Stadium, pour y avoir déjà été, même dans les tribunes déjà, c'est assez particulier. Donc, je me doute que sur la sideline, ça doit être un kiff. Et en tout cas, ouais, non, c'était Dillingham, parce que du coup, t'arrives quand même vous avez pas du tout de présence dans les meetings ou quoi, ou vous avez quand même vous êtes quand même à ce moment-là dans certains meetings. Si tous les jours, on réunit tout le staff avec tous les coachs. En fait, Okay. c'est la première chose qu'on fait le matin. Comme ça, on voit le planning de la journée. Et après, oui, c'est vrai que moi, je suis pas dans les meetings de coach et de joueurs, ça, j'y suis pas, mais les meetings de staff, j'y suis. On a aussi un grand meeting après chaque match où on revoit en fait tout le week-end, tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été, tout ce qu'il faut changer, tout ça. Mais c'est vrai que oui, Kenny s'inspire beaucoup de Dan Lanning, ce qu'il fait à Oregon, Norvell à Florida State. Surtout que c'est des programmes, Florida State quand même cette année, ils ont fait 5 ou 6, je crois. Oregon, pareil, était bien classé. Donc, c'est deux équipes qui finissent top 10, ouais. Ouais, donc forcément, il essaye de s'inspirer beaucoup. Et comme tu dis, on a eu beaucoup de blessures. Pour l'anecdote, le 3e ou 4e match de l'année, je me suis retrouvé à habiller mon 5e quarterback en urgence parce on jouait à domicile, on a eu 2 ou 3 blessés au poste de quarterback. Et donc, du coup, le walk-on, on a dû l'appeler, il a dû descendre des tribunes, lui mettre un maillot en précis. Tout un truc auquel j'avais jamais eu le droit, j'avais jamais fait encore, mais on n'a pas eu de chance sur les blessures, quoi, carrément. Et il a quand même réussi, je trouve qu'il a quand même bien réussi. On a battu UCLA au Rose Bowl quand même. C'était quand même une belle victoire. Washington, on était tout proche de les battre, de créer un upset de fou. Carrément. Et ça s'est pas fait, mais je pense qu'on était très, 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 très proche. Donc voilà, c'était sa première année. Forcément, c'est une première année. Hein, c'est nouveau pour lui, mais je pense que ça va devenir un très, très grand coach dans le futur. Je pense que ça va impacter le recrutement aussi. On sait qu'Arizona State, c'était un peu une équipe qui était un peu dans je vais pas dire les bas-fonds de la Pac-12, mais qui était pas forcément l'équipe la plus cotée niveau recrue. Là, vous passez en Big 12. Il y avait eu des belles années, Kevin, quand même. Non, oui, non, mais bien sûr. Non, mais je parlais dans 2023. Je me doute que quand Kenny Dillingham est arrivé, niveau recrutement, ça a pas dû être facile sur sa première année. Là, maintenant, tu passes en Big 12. D'ailleurs, voilà, si je me doute que les déplacements vont être différents. Parce qu'il va falloir aller au Texas, il va falloir aller dans les États un peu plus du Midwest. Je pense que niveau climat, ça va vous changer sur certains matchs. Quand il va falloir aller jouer Kansas ou les équipes comme ça. En début décembre, c'est pas Tempe, hein. Donc. Mais tu vas aussi aller du coup peut-être en Floride, à UCF, à Orlando ou dans l'Ohio à Cincinnati. Non, ouais, j'ai hâte de découvrir ces nouveaux stades, ces nouvelles ambiances. Dans le Midwest, surtout, les gens sont très college football. C'est vraiment une religion là-bas. Et alors le Texas Ouais, alors le Texas, oui, j'en parle même pas, mais non, j'ai hâte de découvrir. Puis pareil, ça va apporter encore son lot de problématiques, comme tu dis, quand on va jouer Kansas State.
et qu'il va faire, je sais pas moi, 0 degré ou température négative, bah, faut prévoir tout ce qui va avec, genre tout l'attirail pour les matchs froids, comme on dit chez nous, et préparer tout le monde. Donc, hâte de découvrir cette nouvelle conférence. On se revoit l'année prochaine et puis tu nous fais un débrief de ta saison en Big 12. Oui, j'espère qu'on sera au Big 12 Championship ou au CFP. Ouais. On le souhaite, hein. Avec ce bon vieux Jaden Rashada. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà, toi, l'an prochain, pour la saison 2024, et toi, à titre personnel, ces prochaines années? 2024, bah, comme je dis, moi, s'il n'y a aucun problème d'équipement et que vous ne voyez pas de clip passer sur Bleacher Report ou quoi que ce soit par rapport à un casque, quoi que ce soit, moi, ça me va. Hein. Ça, mais sache que les premiers matchs d'Arizona State, on sera devant notre télé à regarder la sideline. Hein. Je te confirme qu'on va te traquer sur la sideline. Ouais. Ce que j'allais dire, les 3-4 premiers matchs, c'est sûr que je vais me les regarder en essayant de voir s'il y a une chaussure qui saute ou pas, si je vois pas une tête que je connais à droite à gauche, là, entre deux coachs, entre deux joueurs. Ouais. Donc oui, donc ça, vraiment, c'est... Après, dans ma carrière, voilà, le monde du sport ici aux États-Unis, il y a tellement d'opportunités qu'on ne sait jamais. Donc, pour le moment, je suis assistant ici, j'adore ça. Après, je sais pas, moi, s'il y a un meilleur job avec plus d'argent autre part, bah, je bougerai. S'il y a la NFL, pourquoi pas. Mais pour le moment, je suis là et j'adore ce que je fais. Donc, Ouais, ça justement, j'allais te poser la question. Salaire équivalent, niveau équivalent, entre le college football et la NFL, si tu as le choix. Ah bah, NFL, il y a plus d'argent en NFL. Il y a plus d'argent. Même le métier est un peu plus différent en NFL. Quand tu es avec des athlètes professionnels, c'est un peu plus différent en fait. Un peu plus différent dans la façon que tu as de gérer un petit peu. Donc, mais non, oui, NFL, on verra. Hein, tu sais, On te le souhaite en tout cas. Moi, je cours. Transforme en Paganelli là, par contre. Ça fait 2 fois. Je cours pas après les postes ou l'argent, quoi que ce soit. Là, je suis bien. Donc, J'ai une petite question, parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais un fan des Patriots en NFL. Oui. Mais du coup, avant d'arriver dans le monde du college football, est-ce que parce que nous, voilà, on couvre beaucoup de college football. T'as une équipe que tu supportais dans le CFB avant d'arriver dans le game, on va dire? Non, en fait, au fil, j'ai vraiment aucune équipe pour laquelle je vais supporter. Je vais plus supporter genre tous les amis que je me suis fait en fait, ou tous les coachs avec lesquels j'ai travaillé, avec qui j'ai gardé une relation, voilà, qui bougent à droite, à gauche. Donc à chaque fois quand je regarde les résultats, bah tiens, un tel à Virginia a gagné, ou par exemple coach Cavano qui est assistant O-line à Oregon. Je m'entendais super bien avec lui. Voilà, je regarde les résultats. Enfin, c'est vraiment plus. Je suis plus attaché aux résultats des personnes que aux résultats des équipes. Et même la NFL maintenant, je suis plus du tout en fait. Quand on travaille comme ça, beaucoup, toute la semaine dans le football américain, le dernier truc que j'ai envie de faire le dimanche, c'est de regarder de la NFL. Ouais, ça se comprend. Il y a trop de football, là, il y a trop de football. Hein, faut couper. Et du coup, j'ai une dernière petite question de ma part. Comme du coup, tu as été à Furman. Et donc, du coup, est-ce que tu as déjà rentré en contact avec Axel Lebro? Est-ce qu'il y a d'autres Français, par exemple, il y avait Fall qui était à BYU? Est-ce que tu as eu des contacts avec eux, par exemple? Non, Axel, je l'ai jamais rencontré, ou j'ai même pas été impliqué dans son recrutement ou quoi que ce soit. Je sais qu'il était au lycée aux États-Unis. Et à Manatee. Donc c'est très bien. Enfin, c'est top, franchement, d'avoir des joueurs comme ça qui évoluent en FCS, en FBS. Ici à Arizona State, j'avais Thomas Leboucher, qui maintenant a transfert et qui est à Lamar University en FCS. Et c'était vraiment cool d'avoir un Français dans l'équipe. Et on en a beaucoup. Je trouve qu'on en a beaucoup maintenant. Enfin,
On avait Junior Rao, je crois, qui était à SMU. Enfin, je sais. SMU, ouais. Voilà, et c'est mieux. On en a un maintenant qui est à Purdue, Jeffrey Mba. Mba, qui est à Mba. Purdue. Il y a, Oui, On a même il y a- un qui il y est a- il y a- champion NCA. oui, il y a Emric, j'ai plus de son nom de famille. Kumba. Kumba. Mba, Ouais, oui. Il y a Ben, Michigan. il y a aussi. Mais en fait, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais il y a beaucoup plus de francophones qu'on le pense dans le milieu du football américain. Ici, là, je vois, on a un joueur qui s'appelle Adam Affal, qui a grandi, je crois, au Sénégal. Il parle français avec moi. Par exemple, l'année dernière, quand les Chiefs sont venus jouer le Super Bowl ici, ils ont utilisé nos vestiaires et nos infrastructures. Donc moi, je les ai aidés toute la semaine pour les entraînements, faire la lessive et tout. Et pareil, il y avait un joueur, j'étais au téléphone avec mes parents et il a entendu que je parlais français. Et je sais plus, c'est un joueur de ligne offensive. Et donc, du coup, il a commencé à... C'est Tardit, non? Celui qui est devenu médecin Non, maintenant, là. c'est Lucas Nyang Ouais, qui voilà. jouait à TCU en universitaire. Et pareil, on a commencé un peu à parler français. Et du coup, voilà, il y a plein de... Des fois, on rencontre des gens qui parlent français sans vraiment le savoir. Et du coup, c'est très marrant. Et franchement, c'est top de voir autant de Français vivre un peu leur rêve. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que vraiment, n'ayez pas de complexe d'infériorité. D'accord. Le football qu'on joue en France, il est de bonne qualité. Mon conseil, c'est vraiment de bosser sur le plan athlétique. Vraiment, si vous arrivez à être rapide, si vous arrivez à être musclé, si vous êtes vraiment au top athlétiquement, vous allez vraiment vous ouvrir des portes. Techniquement, les coachs ici, ils vont vous faire travailler la technique, tout ça. Ils vont tout vous apprendre, la technique, les jeux, tout ça. Ça c'est leur travail. Après, voilà, si vous arrivez déjà athlétiquement au top, comme la Jeffrey, c'est un peu une force de la nature. Et je trouve que ça, il n'y a pas besoin d'être aux États-Unis, au lycée, il n'y a pas besoin d'être dans des infrastructures de fou. Travailler tous les jours, de la muscu, courir, tout ça. Et le niveau, moi, je le vois tous les jours. Le niveau n'est pas aussi fort ce qu'on pourrait s'imaginer. Je me souviens qu'il y a toujours un complexe d'infériorité à chaque fois qu'un lycée américain est joué en France. Il faut arrêter avec ça. Là, vraiment, on produit de joueurs qui sont de plus en plus forts, de plus en plus athlétiques. Et on va en voir de plus en plus. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Bah, je vous propose de finir l'interview sur ces belles paroles. On a déjà fait une heure, vraiment une superbe heure et demie d'interview. Moi, j'ai adoré personnellement. Et on va continuer à suivre évidemment les résultats d'Arizona State, mais ça, c'était déjà le cas avant avant qu'on te connaisse. Et nous, on va te souhaiter que des bonnes choses pour la suite. Je mettrai sur les tweets ton compte Twitter pour que les gens aillent te suivre et dans toute la communication qu'on fera de l'épisode. J'essaie de sortir ça très très vite. Et Arthur, si tu as un dernier mot, hormis celui que tu viens de dire pour voilà, les jeunes Français qui font du foot et qui voudraient aller aux États-Unis, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Bah, si vous voulez travailler dans le milieu du sport aux États-Unis, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment un rêve, mais j'avais vraiment de l'ambition, tout ça. Et quand on se travaille, quand on se donne les moyens, on y arrive. Et donc, faut vraiment, vraiment jamais lâcher les bras. Je sais que c'est un peu bateau de dire ce que je dis, mais vraiment se donner les moyens, travailler à fond. Qu'on soit joueur, qu'on ait envie d'étudier aux États-Unis, qu'on ait envie de vivre l'aventure. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent à réussir. Là, l'autre jour, quand les Chiefs étaient au Super Bowl, j'ai croisé un YouTuber qui s'appelle Sammy, pareil, qui a réussi tout ça. Donc vraiment, si vous travaillez, vous en donnez les moyens, ne pas lâcher les bras, et franchement, il y a moyen de réussir. Il y a moyen de réussir. C'est noté. Je suis déjà en train de t'écrire le DM, tu le recevras dans la soirée. Merci Arthur, c'est noté. Merci à Guillaume et Kevin d'avoir été là, d'avoir trouvé les questions, de les avoir posées, d'avoir discuté. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux épisodes
Sur The Trick Play, ça serait cool qu'on en fasse plus de ce genre. Et en attendant, allez lire les fiches de scouting, les fiches draft de Ryan et Valentin que vous pouvez trouver jusqu'à la draft NFL en avril. Salut tout le monde.